L'histoire des ateliers barrois a commencé il y a 30 ans, en Auvergne, au centre de la France. Aujourd'hui, dans nos vastes ateliers, nos compagnons créent, étudient et réalisent des éléments verriers hors normes pour l'architecture, le design, l'art contemporain. C'est un travail exigeant, innovant, sensible et qui cherche à rendre les choses possibles. Ici, les fours les plus high-tech côtoient les outils les plus traditionnels. Le digital et le travail de la main se complètent. Chaque jour, nous faisons l'expérience que cette hybridation des techniques et des cultures permet de repousser les limites et d'ouvrir un peu plus les portes de l'imaginaire. Nos créations, nos diverses collaborations avec architectes, ingénieurs, designers, artistes, scientifiques et penseurs se déclinent dans des contextes très divers. Et quels que soient les sujets, un penthouse à New York, une tour à Tokyo ou le musée du Louvre à Paris, il s'agit toujours d'introduire le travail manuel dans le process de production. Car au-delà des fonctionnalités, des techniques et des concepts, l'idée est de toujours humaniser le projet. Donc voilà ce premier contexte. Je dirais que M. Manuel, si on faisait un jeu de mots franco-arabe, ça serait la mère du manuel. Et c'est effectivement une des hybridations extraordinaires qui correspond au travail et à la recherche et au projet d'Emmanuel. Penser art et artisanat, c'est très proche de notre logo au Musée des Arts Décoratifs, Art et Industrie. C'était une des raisons pour lesquelles il était venu nous voir. Et même si l'échelle de ces projets n'est pas forcément à l'échelle des collections de verre du Musée des Arts Décoratifs, vous allez voir qu'elle peut être réalisée tout proche de nous, et pourquoi pas un jour avec nous. Mais cette première page annonce la couleur avec artisanat, industrie, poésie, design, ingénierie, art plastique, philosophie numérique et d'abord hybridation. C'est un mot sur lequel on va revenir, mais je voudrais peut-être te demander, Emmanuel, d'abord, en quelques mots, de nous raconter ton parcours. Il est très vaste, très multiple, très hétérogène, mais au moins ton parcours avec le verre, des premiers contacts jusqu'à l'invention de cette position originale qui est la tienne aujourd'hui. Bonjour. Mon parcours avec le verre, déjà il faut préciser qu'à l'origine, moi je suis autodidacte complètement. J'ai pas fait de formation issue en relation avec le verre du tout, ni en relation avec l'architecture. Ni en relation avec l'art, les arts plastiques, les arts appliqués, etc. J'ai fait une école d'agriculture qui m'a amené à travailler dans le cadre de l'aide humanitaire, un peu en Afrique, dans les Caraïbes, en Afghanistan pendant la guerre, etc. Ce qui m'a amené à faire de la photographie et puis de la photographie de reportage. Et un jour, je suis tombé, on m'a demandé un sujet qui impliquait de faire un reportage en gros sur le patrimoine historique.
pour ça, j'ai rencontré tout un tas de gens, et en particulier un maître verrier qui faisait du vitrail, et ça a été mon premier contact avec le verre. Voilà. Assez rapidement, ce premier contact avec ce premier maître verrier, l'histoire c'est fini, j'ai fini par travailler avec lui. Je dirais pas que ça a été une vocation, mais je me suis rendu compte que j'avais une appréhension de la lumière, de l'espace, du rapport du verre à la lumière, à l'espace, à l'architecture, qui m'était assez intuitive et facile. Alors je dis ça avec d'autant plus de recul que je suis à peu près nul pour tout. Inapte à peu près tous les métiers qu'on puisse imaginer. Je vois pas bien ce que je pourrais faire d'autre. Mais là, voilà, ça a été un peu une espèce d'évidence. Vous savez, c'est un peu l'histoire de la casserole qui trouve son couvercle, quoi. Voilà. Et du coup, effectivement, moi j'ai commencé mon travail par le vitrail assez rapidement. J'ai été un petit peu déconcerté par le monde du vitrail et du patrimoine. D'abord parce que le monde du vitrail, la technique du vitrail est vraiment magnifique, c'est quelque chose de très formateur. En plus, quand vous vous coltinez à la manière dont la lumière fonctionne dans une cathédrale, ça vous donne des armes pour aborder d'autres sujets en architecture. Pour autant, j'ai été assez rapidement déconcerté par un constat qui est que la pratique du vitrail aujourd'hui est essentiellement, quasiment exclusivement liée à la restauration du patrimoine. 99,9% du marché du vitrail est lié à la restauration des vitraux anciens. Parce qu'on en a énormément. Pour ce qui est des vitraux très anciens, c'est-à-dire antérieurs au 19e siècle, la France à elle seule doit en posséder, 60 ou 70% du stock mondial, c'est énorme. Donc les verriers sont accaparés par ça. Et s'il y a quelques expériences de création de vitraux contemporains, on connaît avec Soulages, Aurélie Nemours, David Rabinovitch, certains artistes qui ont créé des vitraux, ça reste quand même marginal. Je me suis senti assez à l'étroit dans ce milieu. Par ailleurs, c'est un milieu qui est géré. On travaille dans le cadre de l'administration des monuments historiques. Là, j'essaye de faire des efforts pour trouver des mots qui ne soient pas trop méchants. Oui, n'oublions pas qu'ils ont été très présents pour ton projet. Oui. au Palais Royal. Disons qu'il y a des choses intéressantes qui se font dans ce milieu-là. Pour autant, c'est quand même une administration qui a été créée par Prosper Mérimée et qui n'a pas été réformée depuis. Donc, ça ne va pas sans une certaine dose de consanguinité intellectuelle. C'est peut-être méchant du coup. Avançons. Non, la problématique pour moi, c'était qu'à un moment donné, la restauration, c'est un peu toujours la même chose. C'est-à-dire que quand vous démarrez, vous êtes content de faire une chapelle, au bout de 3 chapelles, 3 églises, au bout de 3 églises, 4 abbayes, au bout de 5 cathédrales, et voilà, vous êtes au bout du bout et la seule variable, c'est le volume. Et à un moment donné, j'ai voulu renouer avec l'élan premier des gens qui faisaient du vitrail au Moyen-Âge. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient partie prenante de l'avènement de l'architecture contemporaine de leur époque. Avec les autres corps de métier, avec les architectes, etc. Et je me suis dit, mais qui aujourd'hui fait ça pour l'architecture contemporaine? Et j'ai eu le sentiment que personne ne le faisait. Et du coup, c'est devenu mon projet. Et puis après, quand on commence à gratter, à chercher, on se rend compte que l'architecture s'est fortement industrialisée, que l'artisanat a été évacué du champ de l'architecture, que tout est normé. J'ai un camarade ingénieur ici qui ne dira pas le contraire. Et que plusieurs même, et que du coup,
disons que l'industrie toute puissante a organisé les choses de manière à ce qu'il n'y ait pas d'autre son de cloche possible que l'industrie. Donc, mon projet a été, dès le départ, sans trop savoir comment, de repartir sur les bases des verriers du Moyen-Âge, c'est-à-dire d'être moi aussi partie prenante de l'avènement de l'architecture contemporaine de mon époque. Mais pour ça, paradoxalement, pour être fidèle à l'élan premier, il fallait arrêter le vitrail, puisqu'aujourd'hui, dans un bâtiment, on ne peut plus faire de vitrail à proprement parler, parce que c'est une technique qui n'est pas du tout adaptée. C'est pas étanche, c'est fragile, c'est dangereux, enfin tout ce qu'on veut. Il a fallu s'approcher du monde de l'architecture, apprendre à parler architecte, ce qui est une langue étrangère, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Apprendre à réfléchir comme eux, utiliser leurs outils, etc. Il y a eu dans mon parcours, il y a eu comme souvent, des rencontres humaines. Pour moi, ça a été une des rencontres a été l'architecte Claude Parent. Peut-être d'aucuns le connaissent. Claude, qui est mort il y a quelques années, était le chaînon manquant entre Le Corbusier et Jean Nouvel. Il a été formé par Le Corbusier, c'est lui qui a formé Jean Nouvel. C'était un grand théoricien, il a construit également. Grand polémiste, très belle plume, esprit critique, beaucoup d'humour, très féroce. Et il se trouve qu'il a écrit un livre sur la fonction oblique, c'était son grand truc. Alors que Claude pensait qu'il fallait vivre à l'oblique, sur des planchers et sur des sols en pente. Il se trouve, je ne sais pas comment on peut appeler ça, que le fait du hasard ou le destin, je ne sais quoi, mais quand j'étais à l'école, peut-être le livre y est-il toujours, à l'école des travaux agricoles de Clermont-Ferrand, il y avait le livre de la fonction oblique de Claude Parent et de Paul Virilio, coincé entre un manuel sur la castration des porcs et un autre sur le traitement des parasites du maïs. Je suis tombé là-dessus quand j'étais étudiant, j'ai lu ça, j'ai trouvé ça foudroyant d'intelligence, et ça m'est resté en fait. Voilà. Et puis jamais j'aurais imaginé à l'époque travailler dans le monde de l'architecture, donc le temps a passé, et quand j'ai eu cette idée-là et que je faisais du vitrail, dans l'atelier du vitrail, je dis s'il y a quelqu'un, parce que ça paraissait pas évident de réintroduire de l'artisanat dans le monde de l'architecture. Et donc, je voyais que personne ne le faisait. Je me suis dit, si personne ne le fait, c'est peut-être que c'est pas une bonne idée. Et donc, j'ai fini par trouver le téléphone de Claude Parent. Je l'ai appelé, il m'a reçu. Je lui ai expliqué. Moi, j'ai pas de formation. Je viens de nulle part. Mais je voudrais faire ça et personne ne le fait. Est-ce que c'est une bonne idée ? Et à partir de là, j'ai été un peu coaché par Claude Parent. Ce qui est un privilège évidemment inouï, et qui m'a présenté à ses amis, Paul Andreu, qui est devenu un ami, et Paul m'a emmené sur le chantier de l'Opéra de Pékin, etc., etc., etc. Et à partir de ce moment-là, on a justement commencé à travailler sur les principes d'hybridation. Voilà. Mais ça, c'est ce qui me venait de l'école d'agriculture. Avant que tu en arrives là, je peux juste faire une parenthèse. Oui. D'une part, pour dire que c'est une passion que nous avons partagée en adolescence. Claude Parent a été aussi une de mes idoles et une de mes lectures d'adolescence. Ensuite, avec Paul Virilio, la découverte sur les plages des bunkers et qu'il a étudié également. Donc, c'était un élément que nous partageons. Mais je voudrais juste dire, avant que tu arrives à ces hybridations, tu nous as dit que tu étais inapte à toutes les professions et en quelque sorte aussi à celle de maître verrier, même si tu l'as pratiqué, tu l'as appris, et que donc ce qui se passe, c'est ce que maintenant va vous raconter Emmanuel, c'est l'invention d'un nouveau métier, mais c'est au-delà d'un nouveau métier, c'est d'une nouvelle position,
c'est d'une nouvelle relation avec tous les acteurs de la construction à partir de ce matériau que moi j'ai l'habitude d'appeler un matériau hybride également, le verre étant hétérogène dans ses compositions. Et je l'appelle aussi matériau caméléon parce que si Emmanuel joue beaucoup avec sa transparence, le verre lui-même peut prendre tous les aspects et toutes les formes et toutes les couleurs. C'était la petite parenthèse que je voulais faire avant que tu enchaînes sur cette question à laquelle Claude Parent t'a aidé à répondre. Voilà. Donc, en fait, quand je suis allé voir Claude Parent, je lui ai dit, voilà, je veux réintroduire de l'artisanat. J'aimerais pouvoir travailler sur des projets qui réintroduisent de l'artisanat, donc de l'humain, donc du travail manuel dans l'architecture. Pour autant, il y a aujourd'hui des normes qui ont été dictées et mises en place par le monde de l'industrie. Donc, il faut, entre guillemets, faire des compromis. Et mon idée, qui est toujours celle que je mets en œuvre aujourd'hui, était de dire on va prendre le meilleur de l'artisanat d'art, c'est-à-dire du travail manuel d'abord, et on essaye de c'est pas on essaye, on met en œuvre sur tous les projets qu'on réalise du travail manuel, on réintroduit le travail manuel dans le process, toujours. Donc du travail manuel, des savoir-faire, éventuellement des savoir-faire anciens, et de l'exigence. De l'exigence, de l'exigence, de l'exigence. Toujours ce que l'industrie n'a plus, a perdu au fil des années. Et on va mélanger à ça des nouvelles technologies, évidemment du numérique aujourd'hui, demain de l'intelligence artificielle, qui sait, de la robotique, etc., des techniques, des machines, etc. Tout ça pour faire une espèce de cocktail improbable, mais qui nous permet de penser en amont des projets différents et de les mettre en œuvre. Et des projets que ni l'industrie seule, ni l'artisanat seul seraient capables de mettre en œuvre. Donc une position intermédiaire qui fait dire à mon ami l'architecte Rudy Ricciotti que je suis un bâtard. Et il ajoute, dans ma bouche c'est un compliment, mais effectivement du coup j'assume parfaitement l'appellation. C'est la vraie beauté des métis en fait. C'est la vraie beauté, c'est exactement ça. Donc, alors l'hybridation, ça vient aussi, c'est vraiment une logique, 1 + 1 = 3. Moi, c'est quelque chose qui me vient, c'est probablement la seule chose que j'ai retenue et qui me reste de mes études d'agriculture. C'est ce qu'on appelle la vigueur hybride. Pour ceux qui ne sont pas habitués au concept, juste un exemple très concret. Je suis auvergnat. Nous avons en Auvergne les plus belles vaches du monde. Il n'y a pas de doute là-dessus, des vaches de salaire, avec des grandes cornes, à cajou, qui font évidemment le meilleur fromage du monde également. Si vous prenez un troupeau de ces vaches, que vous les faites se reproduire entre elles un certain temps sans renouveler les animaux, il y a des tares qui vont apparaître. Les veaux vont avoir des tares, ils vont développer des maladies, ils vont avoir des soucis. Si vous changez le taureau et que vous faites venir un taureau d'un autre troupeau, ça va aller beaucoup mieux. Si vous prenez un taureau d'une autre race, ça va aller encore mieux. Voilà, donc c'est l'inverse justement de la consanguinité. C'est quelque chose qui existe dans tout le règne vivant, que ce soit les animaux ou les végétaux. C'est pour ça qu'on greffe les arbres. Et du coup, on essaye d'optimiser les résultats, les performances grâce à ça. C'est pour ça qu'on greffe les arbres fruitiers. C'est pour ça que... C'est comme disait Jean-Luc Olivier, c'est pour ça que les métis, y compris les métis humains, sont statistiquement un peu moins sujets aux allergies, un peu plus costauds, courent un peu plus vite, etc. etc. N'en déplaise à Marine et Jean-Marie, c'est comme ça. Et à un moment donné, je suis parti du principe que ce qui fonctionne pour le vivant devait pouvoir fonctionner pour les idées. En se disant, je vais aller chercher des compétences ailleurs, je vais aller associer des technologies différentes, je vais aller associer du travail manuel avec de l'ingénierie, je vais aller solliciter éventuellement un généticien, c'est arrivé. Là, sur le projet sur lequel on a travaillé, une philosophe, en l'occurrence Cynthia Fleury, pour croiser les expériences, associer les contraires
Et en associant les contraires et les altérités, il y a toujours des frictions. Ces frictions génèrent une énergie qui apporte de la force au projet et de la pertinence. C'est un peu l'idée qu'on développe depuis un moment et qui nous permet de faire les projets qu'on fait. Voilà. Donc j'ai vu que tu avais fait défiler un certain nombre d'images. Est-ce que tu veux reparler sur certaines d'entre elles? Est-ce que je vois bien en gros, l'atelier, voilà, il y a dans notre atelier, on pense les projets et on les réalise. Alors comme on pense des choses un peu compliquées, un peu complexes, et que personne ne voudrait réaliser si on ne les réalisait pas, ben, du coup, on les réalise. Il y a quelque chose qui m'agace un petit peu dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent et il n'y a pas beaucoup de gens qui font. Ça me rappelle une réplique de, je ne sais pas si vous avez vu le film de Bertrand Tavernier, Capitaine Conan, sur la guerre des Dardanelles. À un moment donné, le capitaine Conan s'agace en disant on est quand même beaucoup à faire la guerre ici, mais on ne va pas être nombreux à la gagner. Il y a un peu quelque chose comme ça dans la manière dont on fonctionne à l'atelier. Je dis on parce que j'associe la douzaine ou quinzaine de personnes qui travaillent avec moi. On peut avoir des idées, on peut avoir des intuitions, mais si elles restent dans un carton à dessin sur une clé USB, ça vaut rien. Ça n'existe que quand ça existe, que quand c'est matérialisé, donc que quand c'est construit, quand c'est bâti. Et je vais insister sur le terme bâtir. Bâtir aujourd'hui, c'est construire. Mais si on remonte à l'origine étymologique du mot, bastir, en vieux français, en francisque exactement, bastir, c'était tisser, c'est-à-dire assembler des éléments différents entre eux pour faire en sorte que le résultat final soit plus intéressant et plus performant que la valeur de chaque élément individuel. Et on retombe sur les idées d'hybridation et de dynamique hybride. Donc à l'atelier, on peut être amené à travailler sur des projets très divers. Un architecte peut m'appeler en disant bon écoute, j'ai gagné un concours avec une image de synthèse, maintenant je ne sais pas comment on fait. Ça, c'est assez classique. Enfin bon, les gens de l'ingénierie ont l'habitude de ça également. Ça peut être des clients qui nous sollicitent en nous disant bon ben voilà, nous on prévoit de dessiner, imaginer tout et puis réaliser. Alors comme on a tendance à imaginer des choses en fonction de ce dont on sait qu'il est possible de le produire, on dessine comme ça. On pense et on dessine comme ça. Donc on pense des choses parce qu'on sait qu'elles sont réalisables. Sauf que si nous, on ne les réalisait pas, personne n'oserait le faire. Du coup, on les réalise. Mais ça fait partie du jeu et c'est bien comme ça. Et puis en réalisant, on apprend d'autres choses qui nous projettent au projet d'après, etc., etc., etc. Donc dans les ateliers, vous avez des fours, comme celui que vous avez là. Alors, des fours de toute nature pour fusionner le verre, pour le faire fondre, pour le courber, pour le feuilleter, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Vous avez bureau d'études où en fait on dessine en collaboration avec des bureaux d'ingénierie, avec des architectes, avec des designers, voilà. Et puis il y a toujours le travail manuel qui est à la base de tout pour nous parce que on a fait le constat quand même que quand on travaille manuellement la matière, ça se voit. Et du coup, ça humanise le bâtiment. Et on reste convaincu, enfin moi je reste convaincu, que si on ne fait pas en sorte de garder l'humain au centre de tout, on va dans le mur. Et c'est pour ça qu'on travaille de cette manière. Puis après, voilà, et tout ça s'associe avec des nouvelles technologies. Là, c'est un verre qu'on a thermoformé, gaufré complètement en 3D, selon une géométrie qui est absolument pas aléatoire, qui est dessinée au préalable. Et là, avec un scanner, on vérifie sa géométrie. Donc,
si le moule a été façonné à la main, on a besoin du numérique après pour valider tout ça. Donc on est toujours dans cette association de savoir-faire et de culture. Donc alors ça, une image, regardez bien, vous n'en aurez pas d'autres comme ça. Hein. C'est une décharge de verre industriel. C'est un sujet qui nous préoccupe maintenant depuis quelques années. Il faut savoir que le bâtiment est, au regard des problématiques environnementales aujourd'hui, le bâtiment est un des secteurs les plus polluants, qui impacte le plus le climat. Dans le secteur du bâtiment, le verre est un des matériaux les plus énergivores, parce que bon, l'idée c'est quand même de prendre du sable, de le monter à 1300 degrés pour le faire fondre. Donc il y a une grosse problématique au niveau de l'industrie du verre qui n'a jamais réfléchi ou alors à toute petite échelle au recyclage du verre, au réemploi du verre. Bon, certes, vous mettez vos pots de confiture dans le conteneur sur le trottoir et tout ça, ça finit en canettes de bière, ce qui est très bien. Et puis en plus des canettes de bière, on en a besoin de beaucoup. De plus en plus probablement. Mais au-delà de ça, ce que vous ne savez probablement pas, c'est que tous les ans, le verre issu de la démolition des bâtiments ou de la réhabilitation des bâtiments, c'est 250 000 tonnes uniquement pour la France. Donc, vous voyez l'amplitude de la taille des défis. Alors, on a des spots à la radio pour nous dire fermez le robinet quand vous vous lavez les dents. Ok, très bien. Mais c'est vraiment un cache-misère, quoi. Et tous les ans, tous les 4 ans, ça fait 1 million de tonnes de verre. Et à 99% aujourd'hui, tout est enfoui, tout finit en décharge. Donc il y a une gabegie absolument invraisemblable. Et comme l'industrie du verre n'est pas très très encline à communiquer sur ce sujet, elle dépense beaucoup de moyens pour nettoyer l'Internet. C'est la seule photo que vous pourrez trouver de décharge de verre qui existe. Et pourtant, il y en a beaucoup. 1 million de tonnes tous les 4 ans. Et ça depuis des décennies. Donc l'industrie du verre a pris conscience quand même des problématiques, mais c'est une industrie très lourde. Il y a des investissements en centaines de milliards à faire pour inverser la tendance. Ça ne va pas se faire rapidement. En attendant, voilà, tout ça est un peu compliqué. Nous, on commence à travailler avec des déchets de verre issus de l'industrie et avec du verre de réemploi, ce qui pose un certain nombre de problèmes aussi à l'industrie, parce qu'à chaque fois que moi, je vais utiliser 1 mètre carré de verre de réemploi, ben, c'est 1 mètre carré de verre neuf qu'ils ne vont pas vendre, donc ils ne sont pas très, très collaboratifs pour l'instant. Mais ça viendra. Et j'en parlerai à la fin à propos du projet de réflexion et d'échafaudage de verre. Si tu m'autorises, je refais une petite incise. Juste pour vous situer, effectivement, au milieu du XXe siècle, l'industrie verrière a fait une invention extraordinaire qui s'appelle... nous parlons en fait de l'industrie du verre plat. C'est pas la bouteille, c'est encore autre chose. Mais l'industrie du verre plat, il y a une invention extraordinaire qui s'appelle le float, qui permet de fabriquer en continu un ruban de verre plat qui ne s'arrête jamais, nuit et jour, et qui produit un monoproduit. L'industrie du verre plat est devenue, en fait, a eu un monoproduit. Alors qu'auparavant, dans les différentes techniques, on avait du verre avec du grillage intégré, des choses comme ça, on y est revenu. Mais donc, l'industrie du verre s'est trouvée face à cette monoproduction. Et ils se sont surtout préoccupés de vendre, parce que ces fours ne peuvent pas s'arrêter quand ils sont en route. C'était à la fois une avancée technologique extraordinaire, mais après, donc, ils ont inventé des traitements des verres plats pour l'architecture, mais pas du type de ceux qui ramèneraient de l'artisanat. C'est les verres à couches, des oxydes, etc., qui empêchent de récupérer ensuite ce verre plat, parce qu'on ne peut pas le réutiliser. Donc ces déchets, on peut éventuellement
réutiliser les déchets qui ne sont pas sortis de l'usine et les refondre, mais c'est minime. Donc, je voulais juste faire cette petite précision. Et donc, cette monoproduction du verre plat n'a pas amené à enlever, je dirais, de la relation avec les autres acteurs éventuels du monde de l'architecture de l'utilisation du verre plat qui peuvent amener de l'idée, de l'imaginaire, de la différence dans leur production. C'est effectivement tout à coup une monoproduction. Je vais faire cette petite incise parce que c'est à la fois magique, c'est à la fois une très bonne nouvelle d'avancées technologiques et puis des conséquences qui peuvent être néfastes à différents niveaux, à la fois au niveau de la création, de l'imagination du côté des architectes, et puis ensuite des déchets non réutilisés. Je te rends la parole. Voilà, j'y reviendrai rapidement tout à l'heure. Quelques projets pour vous donner une idée des productions de notre atelier. Ça, c'est, voilà, on est dans le bâtiment. Hein. C'est la petite façade du Carrousel du Louvre hein, qu'on a fait en collaboration avec l'architecte Jean-Michel Villemotte, où on a travaillé sur une petite référence irrévérencieuse à la pyramide de Paye, qui est quelques centaines de mètres à côté, un petit peu comme si on avait mis un coup de pied dans la pyramide, et pour fabriquer une espèce de bijou. Le musée de la Romanité à Nîmes, qu'on a fait cette fois-ci en collaboration avec Christian de Portes-en-Parc, Christian et Elisabeth de Portes-en-Parc, qui est un musée qui a une double. Il y a deux pots de verre en fait. Donc vous avez cette peau de verre qui ondule. Le concept, c'est en fait ce musée raconte et retrace la vie des populations gallo-romaines à cet endroit-là il y a 2000 ans. Donc on a fait un drapé en verre sur la façade pour rappeler la toge des Romains. Voilà. Voilà le même projet. Un autre projet à Nîmes. Et là, on est dans un autre contexte. C'est la cathédrale Saint-Castor. Pour laquelle on a créé des portes en verre monumentales. Pardon. Excusez-moi, j'avance trop vite. Je voulais avancer sur le détail. Mais... Des portes en verre monumentales où là encore, on est vraiment dans une hybridation de culture et de technique parce que on a des portes qui font 4,50 m de haut. Évidemment, ça nécessite des épaisseurs de verre très importantes que l'artisanat, il y a une centaine d'années, était incapable de produire. Donc, il nous a fallu utiliser là des produits industriels. Mais pour autant, on a réalisé un motif dessus fait de milliers de points qui sont gravés à la main, parce qu'on ne peut pas faire autrement en l'occurrence, puis traités à la feuille d'or. Alors là, on voit bien ce dont je parlais tout à l'heure, ce métissage. Donc, sans ce produit industriel, on ne peut pas faire, sans ces grosses plaques de verre sécurisées, on ne peut pas faire des portes de cette taille-là. Par ailleurs, on a travaillé avec des ingénieurs pour la définition de ce motif de points. Quand vous avez, parce que là, vous avez des points recto-verso dans le verre qui sont traités à la feuille d'or de part et d'autre. Mais peut-être avez-vous remarqué, quand vous avez des trames de points ou des trames et que vous les superposez, il y a ce qu'on appelle des effets de moirage qui apparaissent. C'est-à-dire que le motif semble bouger. En fait, évidemment, il ne bouge pas. C'est simplement que notre cerveau n'est pas adapté à l'interprétation et à la lecture de ce type de choses. Et du coup, en gros, il bug. Et il crée des mouvements artificiels. On perçoit un mouvement qui n'existe pas. Du coup, là, on a travaillé avec des ingénieurs qui sont assez pointus au niveau mathématique. Et on a dessiné des trames de points spécifiques qui ne moirent pas. Donc on essaye d'aller le plus loin possible dans le concept et dans la réalisation des objets. Et après, c'est gravure du verre à la main et traitement à la feuille d'or d'une manière très traditionnelle. Voilà, donc là, on est de nouveau dans l'association de savoir-faire et de techniques très différentes.
Sur le projet suivant, bon, ça c'est la fondation Vuitton. Ça c'est un autre cas de figure. Donc là, j'essaye de balayer tous les types de projets. Sur le projet de la Romanité, sur le musée de la Romanité à Nîmes, l'équipe de Christian de Portzamparc vient nous voir avec un concept, une image de concours, il faut le faire. Donc on s'applique à travailler avec eux pour respecter au maximum leur concept. Sur les portes de la cathédrale, ça c'est une création totale où on part de rien et on propose un motif, on propose un concept et on le produit. Là, c'est un autre cas de figure, c'est la Fondation Vuitton, où on a été sollicité pour travailler en collaboration avec l'artiste islandais Olafur Eliasson. Pour ceux qui sont allés à la Fondation, vous avez une œuvre monumentale en contrebas qui est faite d'une quarantaine de colonnes qui font un peu plus de 5 mètres de haut. Donc, si le concept a été mis au point par Olafur Eliasson. Après, on a travaillé de concert avec lui. Enfin, avec lui. Là, on a affaire à des générations d'artistes qui ont quasiment monté des entreprises parce que l'atelier de Olafur Eliasson, aujourd'hui, c'est 120 personnes. Donc, c'est des grosses machines. Mais voilà, on travaille en collaboration pour trouver la meilleure solution possible. Donc ça, c'est un autre cas de figure. Et puis après, on produit. Autre cas de figure encore différent, la réhabilitation de la Samaritaine. Donc, vous aviez dans le bâtiment originel de la Samaritaine des planchers de verre sur la totalité du bâtiment. C'était des dalles de verre qui avaient été faites par Saint-Gobain il y a une centaine d'années, un peu plus de 100 ans, qui étaient en verre moulé. C'était de très beaux objets en verre, mais absolument plus aux normes. En gros, vous aviez des dalles de verre monolithiques comme ça, qui étaient posées sur des espèces de cornières, de traverses métalliques. Mais si une dalle de verre cassait, la personne qui était dessus changeait d'étage. Et peut-être, enfin les ingénieurs savent ça, mais dans les bâtiments aujourd'hui, on a un taux de perte humaine autorisé assez bas. Donc il faut éviter ce genre de problématique. Et il a fallu là retrouver. Donc tout le monde a été mis sur le coup sur ce projet. Donc évidemment. L'architecte Kazuyo Shijima, qui est une japonaise, a voulu qu'on respecte l'identité du bâtiment d'origine, donc retrouver des dalles avec le même type de relief, etc. Mais des dalles complètement aux normes d'aujourd'hui. Donc je ne vais pas rentrer dans la technique, mais ça devient beaucoup plus compliqué. C'est des verres trempés, feuilletés, etc. Et puis, ils ont consulté Saint-Gobain qui a dit on ne sait pas faire, et puis après, ou on ne sait plus faire, ou on ne veut pas faire, parce que il y a des logiques industrielles mais en l'occurrence, ils ne savaient pas faire, et puis les autres rien. Et puis au final, ils sont arrivés vers nous parce que probablement on a une certaine capacité à couper les cheveux en quatre et à imaginer des choses un petit peu compliquées. Ça, c'est assez révélateur de la manière dont fonctionne l'industrie aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il n'y a pas... je ne suis pas un génie, hein, moi. Ça se saurait. Ma mère encore le pense, mais c'est normal, c'est ma mère. Si Saint-Gobain avait voulu trouver la solution, il l'aurait trouvée. Ils ont les moyens en hommes, financièrement, etc., etc. Là, il fallait être un peu malin, puisque en fait, il a fallu créer des moules pour faire fondre le verre dessus, etc. Utiliser détourner des matériaux existants, des matériaux réfractaires existants. Là, en fait, on a réalisé des moules en faisant du fraisage numérique dans des matériaux réfractaires qui d'habitude ne sont pas utilisés pour faire des moules pour verre, mais qui sont des isolants industriels pour les chaudières des sous-marins nucléaires. Donc vous voyez, donc on utilise les chemins de traverse. Pour autant, au centre recherche et développement de Saint-Gobain, il y a des centaines d'ingénieurs. Ils auraient pu trouver. Et je suis bien certain que les matériaux utilisés, si on va fouiller chez eux, dans leur centre recherche et développement, dans leur matériothèque, on va les trouver. Mais c'est pas leur vocation
Une recherche-développement chez Saint-Gobain, c'est 50 ingénieurs pendant 5 ans, et derrière, il faut qu'il y ait 5 milliards de chiffre d'affaires potentiel. Donc en fait, toutes les Saint-Gobain ou d'autres, hein, toutes les productions marginales, ils les ont évacuées, ils ne veulent plus les faire. Ça ne les intéresse pas. Juste, pardon, je voulais mentionner, tu n'étais pas né encore, mais quand Paye a voulu ce verre extra blanc pour la pyramide du Louvre, pareil, si la présidence de la République n'avait pas exigé que le verre soit fabriqué en France et mettre les ateliers de recherche de Saint-Gobain pour la fabrication de ce verre pour la pyramide du Louvre, il n'aurait pas été fabriqué en France. Et là, tu n'as pas toujours eu un président, mais tu joues le rôle, quand on n'a pas le président pour exiger ce genre de choses, justement, tu trouves des solutions. C'était une petite anecdote sur notre voisin pyramide. J'ai bien peur que lorsqu'on a bâti la pyramide de Paye, j'étais déjà de ce monde. Pour autant, les impératifs économiques de l'industrie, enfin les impératifs, les objectifs qui se sont donnés de rentabilité à court terme sont tels que la recherche-développement n'est pas la priorité. La priorité, c'est de faire le maximum d'argent le plus vite possible. Donc pour ça, on diminue le nombre de produits qu'on met sur le marché, on diminue les effectifs, on diminue les stocks, on diminue la recherche-développement. Voilà. Alors, à l'époque de la pyramide de Paye, parce que Mitterrand a appelé le PDG de Saint-Gobain, ils ont réussi, Paye a réussi à avoir le verre. Un autre exemple, quelques années plus tard, quand Paul Andreu a voulu faire l'opéra de Pékin et il y avait 100 fois plus de verre, il a fait la même démarche. Il a appelé à l'époque Jean-Louis Beffa, qui était PDG de Saint-Gobain, et avec qui il était ami, en lui disant, écoute, voilà, en termes d'image pour Saint-Gobain, l'opéra de Pékin, à côté de la place Tiananmen, machin, etc., le plus grand opéra du monde. Et Jean-Louis Beffa, le PDG, a dit, mais bien évidemment, Paul, on va te faire ton verre. Et après, l'inertie et la lourdeur de la machine est telle que la machine a été à l'encontre des directives du PDG. Et Paul Andreu n'a jamais eu le verre qui lui avait été promis par le PDG de Saint-Gobain, et le PDG de Saint-Gobain a été plus faible que la machine qu'il dirigeait. Donc on est dans un système qui est quand même une espèce de mastodonte, de rouleau compresseur qui devient absolument incontrôlable et qui nivelle tout par le bas. Alors après, bon, il y a quelques bâtards, comme dirait Ricciotti, comme moi, qui essayons de faire des choses un petit peu alternatives, mais voilà, c'est le monde tel qu'il va, ou tel qu'il fonctionne ou dysfonctionne, je ne sais pas, ça sera à vous de juger. Mais voilà, ça c'est la canopée Léal, où on a travaillé avec l'architecte Patrick Berger pour définir le verre, sa texture, sa matière, sa couleur, etc. Où c'est quelque part plus un travail de... Alors ça n'a pas été produit dans mes ateliers, parce qu'il y a trop de surface, il y a 3 hectares de verre. Mais avec donc c'est plus un rôle de designer varié, on va dire. Là, je passe en revue pas tous les projets, mais toutes les typologies de projets, avec des rôles différents. Alors ça, c'est un projet qui est très emblématique de la manière dont on fonctionne. Justement sur cette hybridation, c'est un musée d'art contemporain à Marseille, pensé par l'architecte Kengo Kuma, japonais. Kuma voulait que, donc vous voyez qu'il y a une double peau de verre, donc c'est un bâtiment en béton avec des fenêtres, des œuvres d'art à l'intérieur, et puis une double peau de verre qui est faite d'écailles de verre. Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que ça doit créer un écran vis-à-vis du soleil, pour pas que le soleil altère les œuvres d'art qui sont à l'intérieur, parce qu'on est quand même à Marseille et ça tape un peu fort. Puis après, il y avait une image mentale de Kuma qui me racontait qu'en fait, il avait découvert Marseille quand il était étudiant, parce qu'il a fait un road trip en France, il a traversé l'Europe en stop, et il est arrivé en Europe par bateau à Marseille. Et il avait gardé l'image mentale de la lumière méditerranéenne, et il me disait, je voyais ça comme des espèces de
de flocons de neige, comme des espèces de photons, comme des petites particules lumineuses. Cette lumière méditerranéenne l'avait frappé. Elle me disait, est-ce qu'on pourrait retrouver ça d'une manière ou d'une autre? Or, là, pour entrer un peu dans la technique, on se retrouve dans une situation où on est sur un marché public, donc avec des budgets qui ne sont pas ceux d'un milliardaire, avec un contexte qui est très normé et très sécurisé, parce que vous avez des panneaux de verre à poser en façade. À Marseille, il y a beaucoup de Mistral. Enfin, il y a des résistances, il y a des problématiques de sécurité, de résistance mécanique, etc., etc., etc. Et puis un budget qui est assez contraint. Et puis on regarde la définition qui a été faite du produit verrier, parce que ça se passe comme ça. Donc vous avez un architecte qui a un concept, un bureau d'études qui travaille sur le concept pour essayer de rendre les choses possibles, puis un économiste qui dit vous avez tant d'argent pour faire le projet. Et on se rend compte, et au final, pour faire du verre blanc, en gros, il fallait prendre du verre industriel, mettre de l'émail blanc dessus, le faire cuire, et on avait des panneaux blancs. Mais évidemment, ça ne suffisait pas à cet architecte qui est assez exigeant, parce que star international de l'architecture, etc. Puis avec un japonais, donc avec un goût aussi prononcé pour la matière, pour l'artisanat. Et du coup, il n'a pas voulu se plier aux injonctions de ce que lui était proposé, à savoir un verre blanc dont l'émail aurait été appliqué sur le verre de manière industrielle. Donc j'ai été contacté pour ça. Kouma m'a raconté son histoire, la Méditerranée, etc., etc. Et à un moment donné, en analysant le projet, on s'est dit, bon, de toute façon, au vu du budget, au vu des contraintes techniques, architecturales, normatives, financières, on est obligé de rester sur du verre industriel, on est obligé de rester, pour le rendre blanc, d'utiliser de l'émail industriel. La seule variable qui existe, c'est la manière dont on va appliquer l'émail sur le verre. Et puis, donc j'ai cherché mille et une solutions. Et puis un jour, d'une manière un peu empirique, comme ça, je me rappelle très bien, c'était un dimanche à l'atelier. Puis le dimanche est un moment privilégié pour travailler. On n'est pas embêté par le téléphone. J'ai commencé à faire tomber des gouttes d'émail sur le verre. J'ai vu que plastiquement, il se passait quelque chose. J'ai fait un petit morceau. Il y a une part d'irrationnel là-dedans. On ne sait pas pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas des fois. Mais j'ai vu qu'il se passait quelque chose plastiquement. J'ai continué. J'ai vu que ça marchait. J'ai fait une photo. J'ai envoyé à Kengo Kuma au Japon, et qui tout de suite a compris et m'a dit on fait ça. Après, il y a eu un petit moment de solitude. Parce que je me suis dit, il y a quand même 1700 panneaux sur la façade, 1200 mètres carrés de verre. S'il faut qu'on fasse tomber les gouttes une à une, ça ne va pas être simple. Parce que j'étais moi-même influencé, bien qu'ayant cette démarche depuis toujours, j'étais moi-même influencé par le dogme qui consiste à dire qu'il faut remplacer les hommes par des machines, parce que seules les machines sont rentables et permettent d'avoir un équilibre économique viable. Moi-même, j'étais contaminé par le truc. Donc, à un moment donné, Kuma a dit non, mais c'est ça. En plus, ça ressemble à du papier. Le résultat ressemble plus ou moins à du papier japonais, etc. Donc, j'ai réuni les gens à l'atelier. J'ai dit bon, écoutez, de toute façon, c'est du temps. Donc on va essayer pour voir si ça marche. Donc on a pris 10 panneaux de verre dans la dimension, et puis on a commencé à faire tomber des gouttes d'émail dessus, et puis on a regardé le temps que ça prenait. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était jouable économiquement. Et on a fait tout le projet comme ça. Alors on a dilué l'émail pour avoir on a pris l'émail industriel, on l'a dilué plus ou moins avec de l'eau pour avoir des blancs plus ou moins nuancés. Donc on avait 4 densités de blanc et on faisait tomber les gouttes de 3 hauteurs différentes. Donc 3 x 4, 12, ça nous faisait déjà 12 combinatoires. L'idée étant, dans l'esprit de Kuma, c'est que lui disait, l'idéal, ça serait qu'à l'échelle de la ville, tous les panneaux semblent identiques, mais que quand on se rapproche, on voit qu'en fait, ils sont tous différents tout en étant frères. Et c'est ce qu'on a obtenu au final.
Donc après, on prend des... Oh, il doit y avoir une autre image. Vas-y, plus loin. Voilà. Donc après, on prend des seringues pharmaceutiques. J'ai dévalisé la pharmacie à côté de chez moi. Ils n'ont pas compris pourquoi j'ai acheté 500 seringues le premier jour. Et puis après, on a fait tomber entre 6 et 7 millions de gouttes d'émail. À la main, une à une, comme ça. Alors, ça paraît un peu délirant, mais ça marche. Et après, je ne dirais pas que c'est le projet avec lequel on a le mieux gagné notre vie, mais on a gagné notre vie, on n'a pas perdu d'argent sur ce projet-là. Et du coup, ça ébranle un certain nombre de convictions. Moi, de toute façon, le dogme homme-machine, etc., j'avais des doutes là-dessus. Même si je ne suis pas contre les machines, moi j'en ai plein à l'atelier, hein, c'est pas le souci. Mais j'ai plus des problèmes avec les dogmes d'une manière générale. Après, on a cherché à comprendre pourquoi. Pourquoi ça avait marché. Et on a analysé pourquoi ça a marché. Parce que c'est pas fondamentalement plus cher que le verre industriel qui était proposé à l'origine. Donc on s'est dit, pourquoi le verre industriel, alors qu'il n'est pas terrible esthétiquement, qu'il est toujours pareil, pourquoi à un moment donné, c'est peut-être le rapport qualité-prix de ce verre-là qui n'est pas bon. Puis on a creusé un peu. Alors, je connais beaucoup d'usines de verre et en discutant, je me suis rendu compte qu'une machine à sérigraphier le verre, ça coûte 800 000 € et que derrière, il faut mettre une étive qui coûte le même prix, que ces matériels-là tournent pas toute l'année et qu'en fait, ils ont besoin d'être amortis. Et qu'en fin de compte, ça finit par coûter un peu cher, tout ça, et que le rapport qualité-prix n'est pas très bon. Dans une grosse usine de verre de Saint-Gobain, quand le directeur de l'usine arrive le matin et qu'il allume la lumière, il a déjà 50 000 ou 60 ou 80 000 € de charges fixes dans la journée. Donc, il est obligé de l'imputer sur ses produits. Nous, les seules charges qu'on a eues là, on n'avait pas de machine à sérigraphier à 800 000 €, ni d'étuves derrière au même prix. Nous, on a utilisé des seringues à 20 centimes d'euros pièce. Et on a remplacé en fait tous les coûts amortissement machine par des salaires du personnel et par l'intervention humaine qui se sent à la fin sur le bâtiment. Donc c'est une autre démarche. Mais en fait, on se rend compte qu'économiquement, c'est passé. Je ne dis pas que c'est possible sur tous les projets. Je ne dis pas que c'est la panacée universelle. Mais ça a été possible ici et on fait en sorte que ça soit possible sur un certain nombre de projets sur lesquels on travaille. C'est l'esprit dans lequel on essaye de faire les choses. Je crois que c'est une très belle conclusion, une très belle synthèse de ta démarche, de ta manière de faire sur les quelques exemples de réalisation que tu nous as montrés maintenant. Et peut-être je propose, avec le temps qui avance, de passer à cette œuvre qui a un titre, réflexion, et que tu as décidé d'appeler un échafaudage. Et là, je viens de dire le mot œuvre. Moi, j'aime bien le mot signe ou signal aussi pour cette pièce, mais tu as préféré utiliser le mot échafaudage. Et peut-être que dans la genèse même et le moment où il est né dans ton esprit, cette notion d'échafaudage n'était pas anodine. Alors voilà, oui, j'ai voulu appeler cet objet échafaudage pour une raison simple, c'est parce que c'en est un. Voilà. Alors après, chacun ses obsessions, ses perversions, etc. Moi, c'est les échafaudages. C'est comme ça, c'est un objet qui m'intrigue, qui m'attire par sa complexité, par son esthétique. Et puis j'y vois quelque chose d'autre. C'est pour moi lié à la verticalité, à l'élévation. C'est pour moi en fait un objet quasiment métaphysique, l'échafaudage. Donc assez rapidement, enfin pas assez rapidement, mais depuis longtemps, disons, je me suis dit, tu es obsédé par les échafaudages, tu travailles le verre, voilà. Et du coup, l'idée de l'échafaudage de verre était comme une espèce de fantasme. Et on sait que les fantasmes ne sont pas faits pour être réalisés. Donc voilà, c'était de côté dans ma tête. Et puis, il y avait un certain nombre d'événements qui ont fait que petit à petit, c'est devenu une réalité. Non pas physique, mais conceptuellement.
Il y a eu un événement, il y a eu un double événement déclencheur qui ont été l'incendie de Notre-Dame et l'incendie du château de Shuri au Japon. Alors, le Japon, c'est un pays auquel je suis attaché pour tout un tas de raisons, indépendamment du fait que ma compagne soit également japonaise. J'étais sur les quais le jour où Notre-Dame a brûlé. Il y avait, j'ai été témoin témoin et acteur de l'émotion collective et de la sidération. Donc on se rappelle de cette émotion nationale en France et le hasard a fait que peut-être les Français sont pas au courant de ça, mais quelques semaines après au Japon le château de Shuri brûlait. Le château de Shuri au Japon, c'est un peu Notre-Dame en France, c'est un marqueur très important de la culture japonaise et il y a eu la même émotion là-bas. Et voilà, donc on parlait déjà de reconstruction, l'échafaudage, tout ça et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon ben, voilà, on va le faire. Après, c'est lié aussi à une réflexion, c'est-à-dire qu'on ne passe pas maintenant 33 ans de sa vie dans un atelier, 12 heures par jour à travailler de ses mains, souvent week-end et vacances comprises, sans se poser la question de savoir si tout ça a un sens, à quoi ça rime. Impliquer le corps dans le travail aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de l'époque dans laquelle on vit? Qu'est-ce que ça apprend et en quoi ça peut être un atout ou quelque chose qui puisse nous permettre d'imaginer demain, d'imaginer l'avenir. Alors je reprendrai les mots de Bruno Latour qui nous a quittés pas longtemps. Il y a le philosophe qui lui disait mais le futur a-t-il de l'avenir? Bon, voilà, c'est une question. On voit bien qu'on est dans une période charnière, même si les problématiques climatiques sont pas une découverte. Ça fait 40 ans qu'on le sait en gros, mais ça fait pendant 25 ans on l'a pas regardé. Depuis 10 ans on a effectivement compris qu'il y avait un problème et l'émotion, elle est vive depuis 5 ans. Et on va mettre encore 20 ans à réagir. Voilà, mais on sait de toute façon, et puis il y a eu le Covid, on s'est aperçu qu'on était vulnérable, ce qu'on avait oublié. Donc on sait de toute façon que demain ne sera pas comme hier. Après, la question, c'est comment on va le reconstruire. Ce qui est une question intéressante, et à cet égard, l'époque est vraiment passionnante. Et du coup... moi, petit artisan dans mon atelier en Auvergne, je me dis, mais au final, tu fais ces efforts-là, tu travailles manuellement, c'est cette démarche, est-ce que ça a du sens? Voilà, après, et du coup, tout ça étant concomitant, la décision de faire cet objet, ces réflexions, etc., tout ça s'incarne dans cet objet. Donc je suis allé voir à un moment donné des ingénieurs de haut vol, dont certains là sont parmi nous ce soir, en leur disant bon ben voilà, j'envisage de faire un échafaudage en verre. Il y a eu dans leur regard un petit moment de sidération également. Mais ça fait un moment déjà qu'ils avaient compris que je pouvais avoir des idées un peu étranges. Et en fait, après, sur un projet comme ça, dont on sait, quand on le démarre, on ne sait pas combien de temps ça va prendre, on ne sait pas ce que ça va coûter, on ne sait pas comment on va le faire, mais c'est tout l'enjeu du truc, et c'est pour ça que c'est drôle aussi. Quand on a décidé de le faire, le jour où on a décidé, ça y est, je le fais, 60% du boulot est fait. C'est la prise de décision qui est compliquée. Mais une fois, en plus, moi je suis un peu têtu, donc une fois que j'ai décidé que ça allait être fait, ben on le fait. Et on se met dans la position de ne pas pouvoir reculer. C'est ça le truc. Quand vous n'avez pas d'autre choix, ben, au final, on le fait. Voilà, donc ça a nécessité beaucoup de temps,
Je ne l'ai pas dit aux ingénieurs en question, mais il y en a un qui est là qui m'a envoyé. À un moment donné, je me suis dit, voilà, comment ça se matérialise? Parce que moi, je suis dans la matérialité. Il faut que ça se construise. Donc pendant 3 ans, ils ont fait des calculs pour savoir si ça allait tenir debout. Manifestement, pour l'instant, ça tient. Je leur ai demandé les fichiers informatiques de tous les calculs il n'y a pas longtemps. Je voulais me faire une idée de ce que ça représentait. Je les ai imprimés. Il a fallu 6 remètres de papier. Il y a 3000 pages de calcul. Il y a à peu près aux alentours de 12-13 000 heures, 12-13 000 heures de travail en atelier, où on a inventé des techniques, où on a repoussé les limites du matériau, où on a testé sa résistance, on a fait des bancs d'essai. On a cassé 400 barres de verre avant de savoir à quoi elles pouvaient résister. Et ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est qu'on est toujours dans cette même logique. C'est un objet qui ne pourrait pas exister sans le calcul, sans la force de calcul, sans l'ingéniosité des ingénieurs, en gros sans la science. Mais il ne pourrait pas exister sans le travail manuel non plus. Les machines qui permettent de façonner le verre comme on voulait le façonner, pour vous donner une idée, les machines qui existent aujourd'hui ont des niveaux de tolérance en termes de géométrie qui sont de 2 mm. Et là, il fallait qu'on soit à 0,1 mm, c'est-à-dire qu'on divise la tolérance par 20. Et ça, la seule manière qu'on a trouvé de le faire, c'est le travail manuel. Donc on est sur un objet de nouveau, qui ne peut pas être fait sans science, sans technologie, qui ne peut pas être fait sans travail manuel, donc toujours dans cette idée d'hybridation. Et il s'agissait de bâtir, et de bâtir avec du verre, parce qu'après 30 et quelques années à manipuler ce matériau, j'en suis arrivé pas à une conclusion, parce qu'il n'y a pas de conclusion dans la mesure où il n'y aura pas de fin. Disons que j'ai considéré que le verre devenait de la lumière solide. Je suis parti de ce postulat. Le verre, c'est de la lumière solide, et avec du solide, on bâtit. Donc on va bâtir en verre. Alors après, pourquoi bâtir en verre? Parce que le verre, c'est le matériau de toutes les ambiguïtés. Moi, c'est un matériau... les artisans d'art, en général, ont une affection, pour ne pas dire une vénération, une fascination vis-à-vis du matériau qu'ils travaillent. Moi, c'est l'inverse. Je ne vais pas dire que je déteste le verre, mais je m'en méfie beaucoup. C'est un faux ami, c'est un matériau qui a une esthétique propre qui est très très forte, et c'est un matériau qui a besoin d'être contraint. C'est un matériau avec lequel on se bagarre en permanence, parce que c'est un matériau bavard, et que si on le laisse faire, il raconte n'importe quoi. Il raconte trop, et en tout cas pas ce qu'on veut lui faire dire. Donc il faut tout le temps le contraindre. C'est tout le temps un combat, perdu d'avance en plus. Mais à chaque fois, c'est le même processus. Donc voilà, on bâtit avec du verre, et on est dans l'ambiguïté. Parce qu'on est dans l'ambiguïté du matériau lui-même et de la lumière. Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est immatériel? C'est immatériel parce que transparent, incolore. C'est matériel parce que solide et qu'on peut bâtir avec. Et parce que quand la lumière naturelle passe au travers, il y a des diffractions, donc il y a l'apparition de couleurs, il y a des révélations de couleurs. Il y a des arcs-en-ciel qui se créent, etc. Donc on est dans l'ambiguïté du bâtir, de ce que ça veut dire, et de ce que sera le bâti de demain, et de la manière dont on va rebâtir et reconstruire ce qui nous reste à construire. C'était le sens du projet, enfin le concept, si je puis dire, et le délire pseudo-philosophique dans lequel je suis parti. Accompagné d'ailleurs... puisqu'on parle de ça, par Cynthia Fleury, la philosophe, que j'ai associée au projet assez tôt, afin qu'elle pose des mots sur un certain nombre d'intuitions qu'on peut avoir, et qui a abouti à la réalisation de cet objet, un petit peu atypique, et qui ne correspond pas à une commande, qui est un projet personnel, qui ne s'inscrit dans aucune...
manifestation préétablie. En gros, bon, c'est en cela qui est aussi singulier. En gros, j'ai décidé de faire ça. J'ai trouvé des camarades de jeu assez curieux pour m'accompagner dans l'histoire. Et puis un jour, j'ai appelé le président du Centre des Monuments Nationaux en disant, au fait, vous gérez le jardin du Palais Royal, c'est un bel endroit. Il m'a dit oui. Je dis, on va y mettre un échafaudage en verre de 15 mètres de haut. Et puis il m'a dit oui. Donc, ce n'est pas le seul. Et ce n'est pas le seul. Ensuite, il y a la Caisse des dépôts. Oui, après, on a trouvé un certain nombre il a fallu des partenaires financiers, même si on a autofinancé beaucoup à titre personnel. Et puis, c'est un objet qu'on va faire voyager en Europe, puis qui sera au Japon en 2025, probablement pour plusieurs étapes au Japon. Et en particulier auprès du château de Churi, puisque c'est une manière de boucler la boucle. Château de Churi étant à Okinawa, dans le sud du Japon, la partie tropicale du Japon, qui nous a donné son accord pour installer ça là-bas, auprès du château qui sera alors reconstruit. Voilà un petit peu l'histoire de ce projet. Donc, vous pouvez voir encore pendant 2 mois. Après, pour des raisons, sur un sujet plus pratique et plus pragmatique qu'on a abordé tout à l'heure, du réemploi du verre, développement durable, etc., on a fait aussi de ce projet un projet manifeste. C'est-à-dire qu'au début de sa construction, je me suis dit ça serait quand même bien de pouvoir utiliser des chutes de verre pour faire ça. Il y a 300 usines de verre en France à peu près. On les a appelées toutes les 300. L'idée, c'était aussi de faire un état des lieux de l'existant sur ce sujet aujourd'hui. Et on les appelait en disant, est-ce que vous avez du verre de la référence qu'on utilise? Je vais vous passer les détails techniques. En gros, toutes les usines appartenant à des grands groupes nous ont raccroché au nez très rapidement. Saint-Gobain, AGC les Japonais, Pilkington les Anglais, etc., etc. Ils veulent pas. Ils veulent pas bouger. Après, pour les 150 qui restaient, je dirais, il y en a 90% qui nous ont dit écoutez, vous êtes gentils, mais on travaille, et qui ont raccroché. Il y en a 10% qui nous ont dit votre demande est intéressante, vos idées sont judicieuses, c'est pertinent, ça a du sens. On y viendra probablement un jour, mais aujourd'hui, nos outils industriels, nos marges bénéficiaires sont trop étroites pour qu'on s'écarte. Si on commence à faire des choses, nos gens ne sont pas formés. Si on commence à faire des choses comme ça, on perd de l'argent, ce n'est pas possible pour nous. Mais un jour ou l'autre, c'est inévitable, on y viendra. Et puis, il y en a un qui a dit oui. Et avec celui qui a dit oui, on a quand même fait 12% de l'objet. Voilà, donc ça nous a permis de poser des jalons, de voir d'où on partait pour essayer de progresser dans ce domaine-là et de faire des choses à partir de demain sur ce sujet-là. Alors, sur ce sujet-là, en particulier, moi je suis assez lucide aussi. C'est pas moi qui vais sauver le monde en récupérant quelques morceaux de verre. Hein. A priori, sur les problématiques climatiques, aujourd'hui c'est à peu près établi. On va dans le mur, on va pas l'éviter. La question, ça va être l'amplitude du choc et comment on va pouvoir réagir après. Néanmoins, moi ce qui m'intéresse dans cette histoire, d'abord c'est de sensibiliser, c'est de rentrer dans cette logique-là. Et puis c'est le gisement de créativité et d'innovation technique et esthétique que ça génère. Quand on se confronte à des nouvelles contraintes, on trouve des solutions. Et il n'y a pas de meilleur, moyen de créer et d'innover que de s'imposer de nouvelles contraintes. Utiliser des chutes de verre, c'est des contraintes nouvelles. Donc, c'est clair. Dès qu'on se met à chercher, on trouve. Alors, on ne trouve pas nécessairement ce qu'on cherche tout de suite, mais on trouve des choses. Et c'est en ça que c'est intéressant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit ou pas dit? Tu as dit, je crois, beaucoup de choses. Bon. On va voir les réactions. Voilà. Moi, je voudrais juste remarquer que tu as parlé et tu as dit que tu étais têtu. Et ça, c'est une certitude. Mais moi, je rajouterais surtout que tu sais être convaincant, parce que mener un projet comme ça,
c'est le présenter, l'expliquer, le faire évoluer à chaque rencontre, qu'elle soit de tout ordre. Et c'est la force de ta position, de cette position et de ce métier que tu as inventé. Ah, voilà, ce que je voulais, c'est avancer les détails, pardon, où vous voyez plus les détails. Et je dirais que tu as parlé de... Non, on ne les avait pas vus et je ne les avais pas... pardon, je ne les avais pas. Donc, pour monter ça, tu as parlé à un moment de charnière. Ta position est charnière dans tout de ça. Pour construire cet échafaudage, il y a des rotules, il y a des articulations. Et je pense que c'est une belle image de toi-même, ces architectures, ces charnières, ces rotules qui relient ensemble dans différentes directions ces éléments de verre. Et un échafaudage, ce qui est formidable, c'est qu'un échafaudage, c'est fait pour être monté, démonté, remonter différemment, et c'est déjà ce qui est en route, c'est déjà ce que tu es en train de mener, et c'est là où ce fantasme dont tu disais qu'ils ne sont pas faits pour être réalisés, ça dépend lesquels, mais celui-là, il a été magnifiquement mené grâce à ta capacité de conviction. Il y a une autre chose que tu n'as pas dite, mais qu'on voit bien dans ces photos, il y a aussi cette confrontation. C'est pas par hasard, on est dans l'eau et le miroir de l'eau, donc on a la matière industrielle du verre, les incroyables inventions des rotules charnières qui rassemblent les morceaux de verre, les incroyables technologies d'évolution des collages de verre que tu as dû faire, des collages verre-verre, des collages verre-métal, et tout ça n'était pas disponible. Tout ça, tu as dû l'inventer, ou tout au moins le perfectionner, le transformer pour que ça soit réalisable. Et il y a cette très belle notion du reflet de la lumière, de l'eau, du ciel, qui sont là effectivement des éléments qui mêlent industrie et nature. On a dit industrie et artisanat beaucoup, et ça c'est le cœur du discours, le cœur de ton process. Mais là, on a dans la réalisation finale aussi ce mélange de lumière, de temps qui passe, de vent, de nuages, d'eau, et de miroir de l'eau, le miroir du verre et le miroir de l'eau. Et ça, c'est ce qui me semble être une très belle... Une des très belles... c'est pas très belle, ça suffit pas. Très forte puissance de cette réalisation, que je vous conseille de voir de deux manières. De nuit, où elle est particulièrement spectaculaire avec les éclairages associés, la plus spectaculaire. J'avais pas les images. Et puis aussi, évidemment, un jour de rayon de soleil, puisque là, ça joue avec les... Ah ben, écoute, je les avais pas dans mon... Par contre, j'avais pas fini les images, parce que dans la version que j'avais, il n'y avait pas les dernières images, qui sont parmi les plus belles. Donc je crois que c'est ça, têtu, mais convaincant, ayant inventé un métier, jouant des hybridations, ayant ramené comme ça tes connaissances effectivement dans l'agriculture, dans l'aspect positif des hybridations, et d'avoir réinventé quelque chose qui peut-être existait encore un peu au 19e siècle dans des liens entre les industriels du verre et certains créateurs, mais qui avaient réellement, quasiment, totalement disparu dans l'après-guerre, dans l'après-Seconde Guerre mondiale, et avec cette arrivée de la fabrication du float et cette obsession de l'industrie du verre pour son monoproduit à écouler, en quelque dire, on pourrait dire. Donc voilà une belle manière, effectivement, comme tu le dis, à l'échelle qui peut être la nôtre, hein, nous ne sauverons pas le monde de cette façon-là, mais une belle manière de pouvoir inventer des propositions pour le futur. Et je te remercie d'avoir fait ça et de le transmettre à de nouvelles générations, aux étudiants que tu as suivis, à ceux qui sont là avec nous ce soir. Oui, après, il y a juste une dernière... Merci pour tout ça. Il y a juste une dernière chose qui est très élémentaire, et il aurait fallu commencer par ça. C'est que l'idée, c'était quand même aussi, et surtout, et avant tout, d'essayer de faire quelque chose de beau, et de le faire, et ça j'y tenais beaucoup, non pas dans une institution culturelle, mais de le faire dans un lieu public et que ce soit un projet populaire. Voilà.